Il est 19h, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de ce dimanche 6 septembre 2020. Dans l'actualité, aujourd'hui, l'activité des discothèques totalement à l'arrêt à cause de la crise du coronavirus. Depuis le début de l'année, les boîtes de nuit cumulent 4 mois de fermeture. Ce sont plusieurs dizaines de millions qui sont perdus. Certains sont à la limite de mettre la clé sous la porte. Les bungalows du site du Farihapé dans la vallée de la Maroto sont actuellement rénovés par l'association Horuru. Un grand faré doit également être construit. Il sera le plus grand du centre d'immersion. Mais les travaux ont pris du retard, notamment à cause de la pluie incessante dans la vallée. À la veille de l'ouverture du salon du tourisme en ligne, le premier du genre, les professionnels espèrent profiter de ces 8 jours d'événements virtuels pour sauver la saison touristique 2020. Nous sommes allés à la rencontre de centres de plongée à Rangiroa. Et pour en savoir un peu plus sur le point de vue des hôteliers par rapport au salon et le contexte actuel, nous recevons ce soir le directeur du Tahiti Pearl Beach, M. Christophe Guardia, qui est également coprésident de l'Association des grands hôtels de Polynésie. Et puis à la fin de cette édition, on se replongera dans le Fénois d'avant avec un reportage sur le lycée professionnel de Taravao qui avait ouvert ses portes en 1988. Mais d'abord, on part au Japon où le typhon Haishen a frappé le sud de l'archipel cette nuit. Des vents de 290 km/h en font une tempête violente placée au niveau extrêmement fort, le plus haut niveau de l'échelle météorologique japonaise. Les poteaux électriques se brisent sous la force des rafales, les voitures se retournent. Plusieurs dizaines de marins sont même portés disparus. Les recherches en mer ont été suspendues à cause de la violence du cyclone. Et nous avons dans ce journal en direct un Polynésien qui vit dans le sud du Japon, Yves Fatiarei Paheo. Yorana, Yves? Yorana. Alors, vous êtes ancien chef d'une troupe de Hori Tahiti en Polynésie. Ça fait 10 ans que vous êtes installé au pays du soleil levant. Le typhon a frappé le sud du Japon. Vous êtes installé justement au sud. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, bonsoir ma Polynésie. Pour l'instant, ça s'est estompé, un petit peu. Mais beaucoup de dégâts. Ouais. J'ai jamais eu la pétasse de ma vie hier au soir. Les vents étaient 216, voire des pics de 300 à l'heure. Oh, c'est la première fois. Et en plus, c'est, comment on appelle ça? Des rafales vraiment violents. Et vous étiez pas loin de l'œil du cyclone, alors, dans le sud du Japon. Voilà. Tout à fait. Et puis, on avait une pression atmosphérique comprise entre 915 et 920 hectopascales. Oh, c'est beaucoup ça. Et... Des inondations, des rivières. Les dégâts à l'extérieur sont importants, Yves? Les dégâts à l'extérieur sont importants? Très important. À Miyazaki, dans la préfecture de Miyazaki, ils ont eu 80% des ressources qui ont été détruites par les inondations. Et ça fait pitié, quoi. Merci beaucoup pour votre témoignage, Yves Paheo. Je rappelle que vous habitez au Japon depuis 10 ans. Prenez bien soin de vous et faites attention également. Et à cause du typhon Haishen au Japon, rappelons-le, ce sont 3 millions d'habitants qui ont été évacués. Je peux amener un petit coucou à ma famille de Tahiti, Moorea, Raiatea. Le coronavirus en Polynésie continue de contaminer 676 cas positifs ce dimanche, et cela depuis le 15 juillet dernier, soit 18 personnes de plus par rapport à hier. Et cette évolution toujours croissante du nombre de personnes contaminées remet de plus en plus en cause la survie des discothèques. Vous le savez, elles totalisent depuis le début de l'année 4 mois de fermeture. Des employés sans travail et des prestataires comme les musiciens qui ne jouent plus. Quand le loisir et l'amusement sont bannis des prérogatives sanitaires, c'est tout un pan de l'économie qui se retrouve en souffrance. Lucille Guichet-Tirao, Hubert Liao. C'est la fin d'un nouveau week-end trop calme. 4 mois que la musique ne résonne plus dans cette boîte de nuit. Comme les autres, elle reste fermée.
Après le confinement au mois de mars, c'est maintenant l'interdiction des pistes de danse depuis le 12 août pour limiter la propagation du coronavirus. Pour moi, on a un couvre-feu masqué. Voilà. À 1h, tout le monde doit fermer et on est bien contrôlé, on est bien accompagné par la DSP, on est bien surveillé. Donc tout le monde ferme à 1h. Qu'est-ce qui se passe à 1h? On a une ville morte, comme s'il y avait un couvre-feu. Personne, plus de clients. Stéphane Gay perd trop d'argent en ouvrant comme un bar. Alors, malgré lui, il choisit de fermer complètement sa discothèque. Les 6 boîtes de nuit de Polynésie totalisent 4 mois de fermeture cette année. Pourtant, les charges, elles, continuent. Difficile d'y faire face. Vous allez avoir des aides, ok, super, ça nous a rassurés. Quand on a commencé à remplir les dossiers et qu'on a eu les montants des aides, en pourcentage, pour que ce soit plus simple, en pourcentage, l'aide représente moins de 10% d'une boîte de nuit fermée. Pas en exploitation, une boîte de nuit fermée est aidée de moins de 10%. À nous de trouver les 90% alors qu'on est fermé. Juste à côté, même le bar-restaurant a perdu 60% de chiffre d'affaires. La piste de danse à l'étage a fermé. Ici, la moitié des emplois a été supprimée. Quant aux prestataires, DJ et orchestres, leurs soirées sont aussi au point mort. Pita a rangé ses platines. On essaie de chercher d'autres façons de combler nos heures de travail. Alors, moi, sur l'animation, c'est plus sur les services techniques, nettoyage, tout ça, entretien du matériel. Les patrons de boîtes de nuit espèrent une réouverture le 15 septembre, au moment où le pays et l'État devront réévaluer les restrictions en vigueur. En attendant, Stéphane Gay, lui, envisage de vendre. Et les boîtes de nuit et discothèques sont fermées, rappelons-le, depuis le 12 août. C'est peut-être un site que vous avez déjà visité ces dernières semaines. Il était en pleine rénovation. Il est toujours en rénovation d'ailleurs. Il s'agit du Whare Hape dans la vallée de la Maroto à Papineau. L'association Haururu s'affaire en ce moment à rénover et construire de nouveaux whares pour accueillir un public en quête de spiritualité. Les explications de Brigitte Olivier et Sandro Ly. Vous rêvez d'eau pure, d'une séance de brumisation bienfaisante, de nature mais pas forcément de solitude. Pas de doute, vous êtes atteint du syndrome de stress, pandémie mondiale Covid-19, année 2020. La bonne nouvelle, c'est que l'endroit dont vous avez besoin pour oublier tout cela existe, c'est la vallée de la Papineau. La mauvaise, c'est que le Whare Hape est momentanément fermé pour des travaux de restauration et de construction. L'association Haururu a de grandes ambitions, notamment celle de créer un véritable village d'immersion culturelle. Yves Doudout nous présente la pièce principale de ce lieu, le Whare Arioi. Ça va être tout ce qui est art, de la danse, les orero, etc. Mais dans une perspective vraiment traditionnelle, c'est-à-dire avant l'arrivée des Européens, comment ça se passait. Et donc il y a toute une recherche qui va être mise en place. Il y aura des moments de recherche, des moments de formation, des moments d'échange à ce niveau-là. Quand ça commencera, nous sommes en train de préparer tout ça. Les petits whares pour dormir ont fait leur temps. Il faut les rénover totalement et l'association a choisi d'utiliser des matériaux modernes. On a refait on a des plots qui sont maintenant en PVC et en béton qui vont tenir beaucoup plus longtemps que les autres. Ils ont quand même tenu près de 15 ans, 16 ans, les autres. Mais on a tout repris et on a réhabillé, si vous voulez, il y a toujours les tôles là-dessous, de manière à protéger, il ne faut pas non plus rêver. Et on a réhabillé justement avec... c'est du Palmex, parce que ici vous mettez ce qu'on appelle du Rouro, en moins de 6 mois c'est fini, quoi. Le pays finance en grande partie les travaux. Haururu doit aussi mettre la main à la poche, mais difficile avec cette crise sanitaire qui a asséché les caisses de l'association d'environ 7 millions. Et puis cette pluie qui ne s'arrête pas depuis des mois, les travaux ont pris du retard. Cette année 2020 est effectivement pourrie pour tout le monde, y compris pour les rêveurs. Et c'est Marguerite Lai, la chef de troupe du groupe Haute-Hétier, qui s'occupera de ce centre d'immersion culturelle. Si vous ne le savez pas déjà, le Salon du tourisme se tiendra exceptionnellement en ligne cette année. Par Internet, vous pourrez donc consulter les offres des prestataires à partir de demain. Un salon à distance qui va durer plus longtemps que d'habitude jusqu'au 16 septembre. Pour les professionnels de la plongée, il s'agit de l'événement de la dernière chance pour sauver la saison. C'est le cas à Rangiroa. Reportage signé Bélène Ferro et Mélissa Chong.
Le 25e Salon du tourisme est très attendu par les nombreux prestataires touristiques, notamment à Rangiroa, atoll mondialement connu pour ses richesses en plongée sous-marine et son lagon bleu turquoise. Ici, les excursions se font rares depuis plusieurs mois déjà, alors les clients sont chouchoutés et les mesures barrières sont appliquées à la lettre. Chacun essaie de faire son possible pour la sécurité des passagers et du staff et de notre famille, de notre retour à la maison. Rangiroa vit principalement de l'industrie du tourisme, puisque 80% de sa clientèle est étrangère. Les prestataires espèrent pouvoir séduire une clientèle plus locale et ainsi conserver leur activité. Le format proposé du salon à distance est la meilleure solution. La plateforme qui permettra lundi aux internautes résidents de profiter d'offres exceptionnelles. Par exemple, nous allons proposer des offres aux non-plongeurs, comme des sorties baleines, des baptêmes ou des formations. Et puis pour les plongeurs certifiés, on proposera des passes intériles, par exemple, qui permettront aux plongeurs de découvrir ou redécouvrir les merveilles des fonds sous-marins polynésiens, des différents archipels. Que ce soit pour les offres dans l'hébergement, dans les croisières, les offres d'Air Tahiti ou les activités nautiques et terrestres, les visiteurs du salon à distance trouveront forcément leur bonheur dans cette multitude d'offres. Même si les réservations se feront uniquement par Internet, il est fort à parier que le charme des Tuamotu fera le bonheur des visiteurs locaux. Et le salon du tourisme à distance, vous le savez, c'est à partir de demain et jusqu'au 16 septembre. Une bouffée d'oxygène pour l'économie touristique des Marquises. Hier, samedi, le paquebot Paul Gauguin était à Nukuhiva. L'annulation des 17 escales de paquebots internationaux représente un total de 13 000 touristes en moins pour cette seule île de Nukuhiva. Autant vous dire que les 3 escales marquisiennes du Gauguin prévues cette année sont plus que bien accueillies par les populations locales. Afin que cette escale se passe dans des conditions optimales, le comité du tourisme de Nukuhiva avait mis en place un protocole sanitaire strict. Les détails avec Colette Teikitohe, qui est la secrétaire du comité. Elle est au micro de Marie Curva. Avec l'arrivée du Paul Gauguin à Nukuhiva, on a mis un protocole pour, c'est-à-dire l'application des gestes barrières, à commencer par le débarquement au petit quai avec les manutentionnaires, les 4 manutentionnaires, c'est-à-dire déjà les gants pour aider les touristes à débarquer, les gants et le masque bien sûr, tout le monde a son masque. Donc ensuite on arrive à le centre artisanal. Donc un minimum de personnes, un petit groupe de 10 à la fois, lavage des mains avant l'entrée. Le mois de décembre, le Paul Gauguin effectuera 2 autres escales à Nukuhiva le 28 novembre et le 12 décembre. Une croisière, un séjour dans un hôtel ou une pension de famille, un voyage dans les îles peut-être à des prix très intéressants. Je vous rappelle que c'est demain que débute le salon du tourisme à distance, sur Internet donc, un salon virtuel. Christophe Guardia, bonsoir. Bonsoir Yolana. Vous êtes le directeur de l'hôtel Tahiti Pearl Beach et également vice-président de l'association des grands hôtels de Polynésie. Est-ce que vous vous attendez à une relance, un coup de boost à l'issue de ce salon du tourisme virtuel? En clair, est-ce que vous pensez que les Polynésiens vont mettre la main à la poche? Écoutez, le salon du tourisme a toujours été un événement très attendu par les professionnels du tourisme. Cette année, malheureusement, il ne peut pas se tenir de manière physique. Et forcément, la version virtuelle, on va dire que c'est mieux que rien. Et bien sûr, on espère que ça aura un grand succès. Peut-être un meilleur accès, justement, aux offres à travers le site de Tahiti Tourisme à partir de demain. Oui, alors un accès facilité, mais rien ne remplacera non plus le contact humain. Mais bon, on fonde quand même tous de grands espoirs sur cette édition. Vous êtes directeur de l'hôtel Tahiti Pearl Beach. Depuis que les vols internationaux ont repris le 15 juillet dernier, est-ce que vous avez un bon taux d'occupation dans votre hôtel? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Il n'y a aucun hôtel de Polynésie qui peut dire qu'il a un bon taux d'occupation. Les résultats sont entre moins 50 et moins 70% par rapport à l'année précédente. Et on s'attend à ça jusqu'à la fin du mois, jusqu'à mars prochain. Donc non, c'est pas concluant. Ça veut dire qu'on a un taux d'occupation qui est à quoi, 20% à peine? Non, ça oscille entre 30 et 50%. Mais c'est quand même 50% de moins que l'année dernière, entre 50 et moins 70% de moins que l'année dernière. Ce ne sont pas toutes les lignes aériennes qui sont ouvertes à l'heure actuelle. Quel est le profil des touristes qui viennent en ce moment? Écoutez, en ce moment, il y a beaucoup de clientèle française, un peu de clientèle européenne et aussi un peu de clientèle américaine. Mais toute la clientèle japonaise ou Australie et Nouvelle-Zélande, forcément, n'est pas là. On espère en tout cas qu'elle reviendra bientôt. Merci beaucoup, Christophe Guardia, d'avoir répondu à notre invitation.
Et puis on va continuer de parler économie. Demain à la radio, Ibrahim Ahmed Aziz recevra en direct, après le journal de 7h, l'économiste Florent Venère dans l'invité café qui parlera des conséquences qu'aurait une grève générale sur l'économie polynésienne en pleine crise sanitaire. Direction l'île de Raiatea désormais, à la rencontre de Vaiani Ducer-Valo, une jeune adolescente de 15 ans qui vise une carrière professionnelle dans le tennis, à tel point que ces 2 dernières années, elle a opté pour les cours par correspondance via le CNED pour pouvoir s'entraîner en parallèle 4 heures par jour. Elle a récemment décroché le titre de championne de Polynésie en 2e série chez les adultes et son avenir, elle le voit dans un pays du Pacifique, peut-être l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, dans une section sport-études. Et elle a le potentiel pour y arriver, d'après son entraîneur, Olivier Fabre. Vaiani, là, elle est dans une bonne période. Là. Elle est arrivée à un niveau où il va falloir continuer. Hein, c'est qu'une première étape, comme on dit. Là, avec la situation actuelle, c'est un peu compliqué. On essaie de trouver des solutions. On va essayer de faire venir des joueuses de bon niveau pour qu'elles viennent s'entraîner là, courant octobre-novembre. On est en prise de contact là, avec la France et peut-être les États-Unis après. Sinon, il y a la possibilité, mais ça c'est pas encore fait, d'un centre de haut niveau en Nouvelle-Calédonie. Et comme chaque week-end, on se penche désormais sur l'actualité régionale avec notre rubrique Fenêtre sur le Pacifique. Il ne fait pas bon être pilote d'avion ces derniers mois avec la crise du coronavirus et la réduction du trafic aérien mondial. En Nouvelle-Calédonie, les pilotes rencontrent même un problème au niveau du renouvellement de leur licence. Au sein de la compagnie aérienne domestique Air Calédonie, on tente de trouver des solutions. D'habitude, les tests sont effectués dans la région Pacifique, mais cette année, ce ne sera pas possible. Les explications de Nadine Guapana et Lindsay Waimo. Piloter cette ATR, c'est se soumettre à un examen tous les 6 mois, une exigence européenne. Jusqu'à présent, 2 fois par an, les pilotes professionnels calédoniens s'entraînaient aux situations critiques sur un simulateur ATR en Nouvelle-Zélande. Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis à mal cette coopération régionale. Confinement et fermeture des frontières ont conduit à une situation critique. Les licences des pilotes risquent de tomber et d'être caduques. Donc nous cherchons des solutions depuis quelque temps pour absolument renouveler ces licences sous peine de voir notre exploitation arrêtée. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec 29 pilotes dont les licences risquent d'être échues dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Pour l'Australie, la complexité, c'est qu'on doit discuter avec l'État fédéral pour les parties visa et on doit discuter avec les États fédérés pour les parties sanitaires, phytosanitaires, donc conditions d'entrée. Donc effectivement, il y a 2 niveaux pour pouvoir y accéder, mais nous avons les places réservées sur les simulateurs. Donc on va dire que les places sont disponibles sur les simulateurs. Par contre, ce sont les conditions d'entrée qu'on est en train de discuter avec les États. Des négociations menées depuis plusieurs mois avec l'Australie pour maintenir ces contrôles et maintien des compétences des pilotes. En attendant, une première solution plus coûteuse va être mise en place dès la semaine prochaine. Une première vague de pilotes, une dizaine, vont partir très prochainement sur Toulouse pour pouvoir repasser, en tout cas revalider leur licence. Parmi ces 10 premiers pilotes, 4 instructeurs. Ils séjourneront une dizaine de jours à Toulouse, période durant laquelle la direction d'Aircal espère une éclaircie vers une ouverture des frontières australiennes. La douceur des mélodies jouées par le piano d'Éric Berchot est en train actuellement d'enchanter le public du Motu de l'Intercontinental de Fa'a, où le pianiste se produit en concert. Sur ces images tournées par Hubert Lia, où juste avant ce journal, le virtuose a délivré quelques classiques de Mozart, Chopin, Ravel. Mais le récital comprend aussi des chansons de Michel Legrand ainsi que de Charles Aznavour, dont Éric Berchot était le pianiste préféré. On plonge désormais dans le passé avec notre traditionnel reportage consacré aux Fénois d'antan. Ce dimanche soir, Ronnie Potourou nous parle du lycée professionnel de Taravao qui a ouvert ses portes en 88. Depuis, plusieurs milliers d'élèves ont fréquenté l'établissement. Regardez à quoi ça ressemblait avant. Préparer l'avenir de la nouvelle génération, c'est en fait une des préoccupations de l'équipe pédagogique du lycée professionnel Tairapunui de Taravao. C'est un établissement qui fonctionne depuis janvier 1988 dans des conditions tout à fait adaptées. Le lycée professionnel est ouvert au point de vue enseignement sur 3 secteurs importants de la vie économique, les secteurs industriels, commercial et social,
Il recrute également des élèves qui sortent de classe de 5e et des élèves de la classe de 3e. Après un an d'existence, enseignants et élèves ont organisé 2 journées portes ouvertes. Le but de cette opération. Le but recherché, c'était de faire connaître l'établissement. Combien d'élèves fréquentent cet établissement? Nous en sommes à l'heure actuelle à 260 élèves. Logiquement, si tout va bien, et c'est là que j'ai un petit peu souci, parce que les constructions qu'on nous avait promis à la rentrée vont-elles être terminées? Je l'espère. Eh bien, si elles sont terminées, ces constructions, eh bien, nous passerons automatiquement à 360 élèves l'année prochaine et 450 élèves l'année suivante. Depuis cette année, vous avez derrière vous un exemple. Nous travaillons étroitement avec le collège, car nous avons depuis cette année les 4e technologiques. Ces 4e technologiques, ce sont des élèves qui arrivent en 4e, qui font 20 heures d'enseignement général au collège et 10 heures d'enseignement professionnel au lycée professionnel. Comme nous avons 3 secteurs d'activité, nous proposons à ces élèves ces 3 secteurs pour qu'ils puissent se rendre compte de quoi il s'agit dans tous ces secteurs. C'est en effet une innovation en matière d'enseignement qui sera en quelque sorte pour l'élève en première année une période d'adaptation, à l'issue de laquelle, lorsqu'il passera en 3e technologie, il pourra faire le choix, soit le secteur social, industriel ou tertiaire. Le lycée professionnel de Taravo qui était un des premiers de Polynésie. On passe à l'agenda de la semaine, actualité chargée avec dès demain d'abord les négociations de la dernière chance entre les syndicats, le gouvernement et les patrons pour éviter la grève générale mardi. À partir de demain également, tous les candidats au sénatorial pourront se lancer officiellement dans la course. Et puis ce sera aussi une semaine chargée aux assises avec notamment un meurtre au pied de biche qui sera jugé. L'information principale de cette édition, 4 mois de fermeture en cumulé depuis le début de l'année pour les boîtes de nuit qui font partie des entreprises les plus touchées par la crise économique inhérente au coronavirus, d'autant plus que l'évolution toujours croissante du nombre de cas, 676 aujourd'hui, ne favorise pas une tendance à la réouverture prochaine. À la une de la presse écrite, demain, lundi 7 septembre, la dépêche, Tétis mettait le feu à Papeete et Fa'a, premier essai atomique, on le rappelle, de la dernière salve de tir français à Mururoa. C'était en 1995 et Tahiti Info titre sur la grève générale, dernière chance pour s'entendre. Merci de rester fidèle à nos rendez-vous d'information sur Polynésie la Première. Ce soir, 2 excellents films vous sont proposés sur notre antenne. Demain matin en radio, les lève-tôt de l'info. Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi seront aux commandes de la matinale à partir de 5h. À noter également l'émission Hanavevo en tahitien demain à 17h10 en radio qui évoquera la grève générale qui pourrait être effective mardi. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente semaine. On se quitte sur des images apaisantes de la vallée de la Maroto, signé Sandroli. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet